Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Alceste, le conteur. Avant que vous ne débutiez ce podcast, laissez-moi vous en présenter le principe. Cette campagne s'intitule Les Chroniques de Chicago pour deux raisons. La plus évidente, bien entendu, est que nos scénarios vont se dérouler à Chicago et dans sa proche agglomération, une région fortement liée au développement de la gamme Vampire la Mascarade. Notre histoire débute en 1990. Mais plusieurs ellipses nous feront progresser à travers les années avant de rejoindre le temps présent. Si nous utilisons le terme de chronique au pluriel, c'est parce que plusieurs tables de joueurs, plusieurs groupes de personnages, vont alterner et parfois même croiser leurs aventures au gré des chapitres. Dans le premier, nous allons découvrir les enfants de Gary, plusieurs vampires récemment étreints dans cette petite ville voisine de Chicago, qui vont devoir prendre leur marque dans les conflits incessants qui opposent leurs aînés. Julien incarnera Benjamin, un metteur en scène toréador. Sophie incarnera Ida, une riche héritière Bruja. Bertrand incarnera Harold, un spécialiste de la sécurité informatique malkavien. Boulet incarnera Toshizo, un tatoueur yakuza du clan Tsimish. Et Béranger incarnera Matthew, un docteur en histoire très méré, mais des raisons personnelles auront contraint ce joueur à se retirer au moins temporairement de la campagne après quelques sessions. Pardonnez-moi si la qualité audio n'est pas parfaite, elle progresse largement au fil des épisodes. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être tenu au courant de l'actualité et me faire vos retours. Lorsque Toshizo achève le tatouage sur lequel il était en train de travailler, il est déjà tard et la rue en dehors de son atelier est déjà sombre. C'est son dernier client de la journée, Kiss, un habitué pour qui il a accepté de fermer plus tard afin d'aller au bout du travail. Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu Toshizo et qu'est-ce qu'il vient de tatouer sur Kiss ? Kiss, c'est plutôt le genre biker, hein. C'est un mec assez charpenté avec pas mal déjà de travaux divers et peut-être déjà quelques tatouages à toi. Il est dans la trentaine, une corpulence légèrement en dessous de la moyenne, plus dans les 1m70, 60-65 kg, manifestement d'origine japonaise. Il est vêtu plutôt jean, t-shirt, hoodie, avec des sneakers, style assez classique, quoi, assez street, on va dire. Et il tient le salon de tatouage dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui est le Hands of Glory Tattoo Shop, dans la banlieue de Gary. Il montre d'ailleurs pas de tatouage apparent, ce qui est plus ou moins surprenant considérant son activité. Mais par contre, à l'entrée du salon, dans la salle d'accueil, on va dire, là, avec quelques fauteuils, un comptoir et un espace pour accueillir clients potentiels, on voit afficher sur les murs certaines œuvres sur lesquelles il a pu travailler, plus leur style, mais sont mis en avant principalement du traditionnel japonais, on va dire, et après des choses plus classiques aux États-Unis, comme par exemple... Oui, des trucs que les gens demandent régulièrement. Ouais, c'est ça, ou des trucs qui sont plus justement style biker et des choses du genre. Ouais. Enfin, après, c'est vrai que c'est un style à proprement parler, le classique américain en tatouage. Ouais, tout à fait, ouais, c'est un style très codifié aussi. Tout à fait. Donc, mais ouais, voilà, dans ce sens-là, et c'est effectivement plus le genre de choses a priori dont qui serait friand client, peut-être parfois en intégrant des motifs japonais aussi, ça peut se faire, hein, mais typiquement là, je pense qu'il a pu faire tatouer quelque chose comme un dragon japonais, mais donc un motif symboliquement japonais, mais dans un style américain. D'accord, ouais, très bien. Je pense qu'effectivement, ça doit avoir un style assez particulier. De toute façon, vu le niveau de ton personnage en tatouage, je pense qu'il est capable de faire des pièces assez impressionnantes. Du coup, le travail est fini.
Donc là, du coup, c'est dans la salle à l'arrière du salon avec C'est ça, t'es dans la salle, le salle de travail. Ouais. ça, il y a une table et un fauteuil installés qui vont selon le travail effectué et le matériel et ces choses-là qui sont proposées à cet endroit-là. Alors quand Toshizo lui présente un miroir pour qu'il puisse bien voir le résultat final, Kiss siffle d'admiration. Exactement ce que je voulais, t'es vraiment un crack. Je le disais encore à Stanley hier, dans le coin, y a pas photo, personne n'est capable d'un tel boulot. T'es vraiment fort. Bah écoute, merci. Ça me touche toujours autant. N'hésite pas à revenir ou à conseiller les shops à tes potes. Il se relève, il commence à se rhabiller pendant que toi, du coup, tu ranges, tu nettoies tes ustensiles de travail d'une manière un peu soigneuse. Le quarantenaire, aux larges épaules, il est loin d'être à son premier tatouage, comme j'ai dit. Il a un corps criblé de dessins, certains bien moins réussis que celui que tu viens de lui terminer. Et une fois qu'il a enfilé son blouson de cuir criblé d'un cycle, qui se fouille dans la poche antérieure, il en sort un espèce de pochon plastique qui est bourré de pilules blanches. Il la jette dans tes mains, tout en commentant tu diras à ton patron que je suis content de ta prestation, comme toujours, et qu'il y en aura plus qui arriveront une fois que j'aurai son paiement. Un mec à Chicago m'en a promis plus. Ok, je ferai passer le message et en me disant ceci, je vais ranger le pochon qu'il m'a lancé dans une cache un peu discrète. Toshizo garde ça où quand on lui donne des choses un peu illégales, des trucs comme ça qui peuvent transiter par son salon de tatouage. À la base, j'aurais bien vu un sous-sol un peu clandestin façon speakeasy, mais je suis pas sûr d'avoir eu assez de points à dépenser dans le... 2 points en refuge, c'est déjà pas mal. C'est un gros refuge qui t'apporte déjà quelques points comme cachette, etc. Pour la base, déjà, je voyais en tout cas l'espace de travail, on va dire, au rez-de-chaussée. Ouais. Avec la salle d'accueil et la salle de travail principalement à l'arrière. La salle d'accueil va me servir de salon de manière générale, même si de toute façon, c'est pas un perso qui a une vie sociale trépidante. Avec un espace de vie à l'étage, genre à peu près un studio, quoi. Une chambre, une salle de bain et une cuisine, on va dire. Et du coup, il y aurait quelque chose au sous-sol. S'il y a moyen, ouais. Sinon, ça me semble cohérent en plus en termes de géographie. Ouais, sans problème. Je pense que c'est même peut-être plus approprié pour ton personnage pour qu'il puisse se reposer le jour, du coup, parce qu'il sera un peu plus protégé. Donc oui, effectivement, il peut avoir une cache en sous-sol. Mais quoi qu'il en soit, devant qui je me contente de ranger ça dans un coin, genre dans une caisse ou quelque chose, au milieu de matos avec des encres ou je sais pas quoi, et des aiguilles. Ouais, et puis tu le rangeras en lieu plus sûr dès que tu en auras l'occasion. C'est ça, mais j'évite d'aller accéder au sous-sol devant quelqu'un. Ouais, très bien. Ça me paraît judicieux, effectivement. Du coup, Kiss fait sa sortie, il te remercie une nouvelle fois et il s'en va. Toi, pendant ce temps, du coup, tu termines les différents nettoyages en question, donc les aiguilles et tout ça, tu ranges tes encres, tu te prépares du coup à terminer ta journée et aller te coucher probablement. Comme tu l'as dit, ta vie personnelle n'a pas été très épanouissante dernièrement, surtout depuis que tu es éloigné de ta famille, de tes proches et que tu es mal vu par tout cela. Alors qu'il est en train de ranger ses affaires, Toshizo entend la clochette de la porte d'entrée résonner à nouveau. Au début, il peut se demander si Kiss a oublié quelque chose, mais non. Quand il se retourne, en fait, c'est un tout autre homme qui se présente, qui est plutôt d'une taille modeste. Ce visiteur inattendu semble avoir la cinquantaine ou peut-être même la soixantaine bien tassée, et il se présente dans un costume cravate tout en dégradé de bleu qui lui donne un air professionnel. Son allure générale correspond assez peu aux clients habituels de Toshizo, même si parfois tu as des yuppies qui aiment bien se rendre dans ce genre de salon de tatouage pour un petit peu montrer leur visage dangereux, entre guillemets. Mais c'est vrai que ce genre de personnes, c'est pas vraiment la clientèle principale de Toshizo, surtout à cette heure-ci, parce que le salon devrait déjà être fermé depuis assez longtemps. Du coup, il y a plusieurs idées qui peuvent lui passer en tête. Est-ce que c'est un policier? Est-ce que c'est un agent du FBI? Même des stupes? Il peut pas s'empêcher de penser à la cam qu'on vient à peine de lui transmettre, et il sait très bien que s'il est arrêté avec une telle quantité, il pourrait écoper d'une lourde peine. Cependant, c'est avec un sourire commercial que l'inconnu se présente à lui. Il lui dit d'une voix assez amusée vous devez être Monsieur Hirano. Oui, en effet. Donc il est un peu surpris quand on est établi de voir cet individu, surtout à cette heure. Son premier réflexe a sans doute été, en entendant la sonnette, de se diriger vers l'arme qu'il a dissimulée dans son arrière-boutique. Mais en voyant celui qui est entré, il le considère pas comme une menace, en tout cas. Physiquement, il a pas l'air intimidant, effectivement. De là, en restant relativement prudent. Oui, en effet, c'est moi. Est-ce que je peux vous aider? Il a toujours son sourire sur les lèvres et il continue te répondre comme ça avec cet air un peu moqueur.
Peut-être, oui, en effet, j'ai entendu parler de vous et on va dire que la curiosité m'a poussé à franchir le pas. Oui, je vais quand même vous prévenir que le quartier peut être peu accueillant à cette heure, et c'est pour ça que normalement le salon est fermé. Il jette un coup d'œil dehors, comme pour matérialiser un petit peu l'avertissement que tu viens de lui donner, et il commente oui, oui, j'ai entendu dire que le quartier était plutôt difficile. Ce n'est pas très bon pour les affaires, j'imagine. Avec un haussement d'épaule, tout dépend à quel point on est regardant sur la clientèle. Ah, je vois que vous êtes un homme qui n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour faire fonctionner les affaires. J'imagine qu'on peut dire ça. Les habitants du quartier sont plus friands de ce que je vais offrir que la plupart des employés de Wall Street. Il éclate de rire, visiblement, il a trouvé ton mot d'esprit à son goût. Et alors que vous êtes en train de discuter, l'inconnu commence à faire un peu le tour de la boutique. Les mains jointes dans le dos, il fait le tour des dessins qui sont exposés un peu partout. Il tourne les pages de ton catalogue de tatouages flash et il peut pas s'empêcher de faire leur marque. C'est un beau petit salon que vous avez là. Je suis là pour affaire, justement. Oui, et effectivement, vous ne m'avez pas dit en quoi je pourrais vous être utile. Il se tourne à nouveau vers toi et éclate de rire. Vous devriez voir votre tête, on dirait que je suis le croque-mitaine. Je vous pensais un peu plus accueillant. J'apporte une bonne nouvelle, vous allez prendre du galon. Du galon. Là, il ne comprend pas ce qu'est en train de lui dire cet individu, qui ne lui a toujours pas donné son nom d'ailleurs. Non, tout à fait, il n'a toujours pas donné son nom, effectivement. J'imagine que peut-être c'est quelqu'un qui, genre, je sais pas, un avocat ou quelque chose, à la solde d'un gang rival ou quelque chose qui voudrait essayer de le débaucher. Tu vois, c'est un peu dans cette optique-là qui... C'est vrai que ça peut être ce genre d'opportunité, effectivement. C'est vrai qu'il a tout l'air d'un avocat assez friqué qui pourrait travailler pour des patrons peut-être plus fortunés que les tiens. Mais dites-moi, je me suis présenté quand vous m'avez demandé si j'étais bien Monsieur Irano, mais je ne sais toujours pas qui vous êtes. Il se rapproche doucement de toi et il te tend la main pour te la serrer. Je suis Monsieur Pritzker, Samuel Pritzker. Je lui serre la main par politesse, mais avec une certaine raideur quand même. Le nom t'est pas inconnu parce que le dénommé Pritzker, il est assez renommé dans la région, dans les villes alentours, pour être un homme d'affaires assez important. On va dire que il a rencontré des gros succès immobiliers. C'est vraiment un magnat de l'immobilier local. Il a racheté et remis en état de grands quartiers et il a fait sa fortune là-dessus. Il est connu aussi pour ses actes caritatifs, il a des associations à son nom, des choses comme ça. Donc c'est une personne publique assez connue dans les villes alentours. Ok. Pritzker comme le magnat de l'immobilier? Non, non, c'est un cousin. Il rigole à son jeu d'esprit et... non, oui, c'est bien moi, effectivement. Et je vous promets que je ne suis pas là pour acheter les meubles ou les murs. Quoique, il regarde autour, un peu mutin. Il y a vraiment quelque chose chez lui qui, à la fois, dégage un certain danger, mais en même temps, il a une attitude un peu bonhomme qui est désarmante. C'est quelqu'un qui joue beaucoup de l'impact qu'il peut avoir sur les gens et qui s'en amuse visiblement. Clairement, en l'état, ce qu'il vient de déclarer ne fait que diminuer dans l'esprit de Toshizo la menace immédiate qu'il pourrait représenter. Ce qui voit mal un magnat immobilier venir chez lui et essayer de lui péter la gueule au milieu de la nuit. Ça serait quand même assez surprenant comme développement. On sous-estime beaucoup les magnats de l'immobilier. Il reste de fait dans une sorte de position d'attente, voir s'il va lui en dire plus. Oui, où se trouve Toshizo du coup dans la pièce Il était venu vers l'entrée de la pièce, donc quand il avait entendu du bruit, voir un peu qui se profilait à l'entrée. Donc là, il venait de se rapprocher de Samuel pour lui serrer la main, de fait. Mais sinon, il reste plus dans l'entrée, au niveau de l'entrée de la pièce. Il essaye de s'éloigner le plus naturellement possible de l'endroit où il a planqué la cam qui lui a été tendue plus tôt, histoire de pas attirer l'attention sur ça, quoi. Parallèlement, il évite quand même de tourner le dos à l'intrus. De toute façon, effectivement, Monsieur Pritzker est plutôt du genre à chercher le regard de son interlocuteur. Après avoir annoncé ça, il regarde droit dans les yeux Toshizo avec une véritable détermination qui couve sous cette attitude pleine de bonhomie. Et il dit d'une voix ferme mais qui laisse peu de place à la discussion. Asseyez-vous là, je vais vous expliquer. J'imagine que j'ai pas le choix, que je m'assois là. Toshizo n'a même pas le temps d'y penser, qui se retrouve déjà assis sur son propre siège juste à côté. C'est un des autres sièges de tatoueurs qu'il y a dans la pièce. L'homme s'approche et s'empare du tabouret qui est à côté, qui est normalement réservé à l'artiste au travail, et il s'installe à côté du propriétaire des lieux, qui semble peiner à comprendre ce qui lui arrive. Vraiment, là, c'est un peu surprenant.
Il sent qu'il devait le faire, mais il ne comprend pas pourquoi il a obéi aussi facilement. Est-ce qu'il a une réaction particulière avant que... Il sent une sorte de déconnexion entre ses actions et sa volonté propre. Et il est un peu pris au dépourvu, il sait pas comment réagir à ça. Comme il reste plutôt passif, Pritzker croise les mains et continue un petit peu son petit topo. Ne bougez pas, ça ne sera pas long. Comme j'ai dit, vous allez enfin pouvoir vous épanouir dans cette organisation que vous avez rejoint il y a quelque temps déjà. Oui, je suis au courant. Je sais bien des choses encore. C'est fou comme les langues se délient lorsqu'on a de l'argent, hein, vous ne trouvez pas? Enfin, en tout cas, vous allez devenir mon agent au sein des Yamaguchi-gumi et vous en tirerez pouvoir et influence, vous inquiétez pas. C'est pas mal, non? Il sait pas trop quoi répondre, il balbutie un peu. Son affiliation, elle est pas vraiment ouverte vu qu'il tient un commerce, que c'est censé être quelque chose de public, donc du coup il n'est pas officiellement relié au Yamaguchi-gumi, mais c'est vrai que se l'entendre dire par quelqu'un qui visiblement n'est pas du milieu, c'est probablement déstabilisant. Hein. C'est ça, et la situation est assez quand même surréaliste de voir un type qui correspond pas du tout au profil du coin se pointer à un horaire où la plupart des gens qui débarquent dans sa tenue n'auraient pas fait très long feu dans la rue pour ensuite se retrouver dans la situation où une sorte de perte de contrôle et on s'entend dire ça, clairement il n'était pas préparé. En même temps, comment aurait-il pu l'être? Du coup, Monsieur Pritzker pose une main sur l'avant-bras de Toshizo un petit peu en signe d'apaisement et dit bon, il y a un hic cependant. Toutes les bonnes choses apportent leur lot de conséquences. Le Krantz est un gâteau merveilleux, mais il a tôt fait de vous transformer vous-même en Soufgania. Bon, c'est un beignet fourré, c'est très gras, enfin, vous voyez. Bon, une blague est toujours moins drôle quand on doit l'expliquer, malheureusement. Enfin, donc j'ai une mauvaise nouvelle, ou plutôt deux. Bon, la première, c'est je vous laisse pas vraiment le choix. Vous n'avez pas de décision à prendre dans cette affaire. J'ai décidé que ce serait vous, et je n'aime pas revenir sur mes décisions. Je pense être un bon recruteur et que j'ai là le meilleur candidat qui soit. Ensuite, c'est sûrement là que vous avez commencé à paniquer, mais vous allez devoir mourir. Plus ça avance, plus l'impression d'être dans un rêve étrange où la réalité semble de plus en plus lointaine. Qu'est-ce que vous racontez? Ce serait probablement ce qu'il irait dire s'il arrivait. Effectivement, comme il n'est pas forcément impressionné physiquement par cette personne qui la considère pas comme un risque physique, à mon avis, effectivement, sa réaction, c'est plus de se dire mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il est complètement timbré, quoi. Ouais, c'est ça, il fait clairement pas monter dans la surenchère, essayer de le menacer ou de lui faire peur lui-même, hein. Mais il est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe et manifestement, il sent que la situation lui échappe. Allons, la mort n'est pas aussi définitive que ça quand on a ses entrées. Faites-moi confiance. Vous savez, le monde est fait de deux catégories en vérité. Les prédateurs et les proies. Pour le moment, vous appartenez plutôt au bétail et je dois dire, vous êtes plutôt mal parti. Par contre, moi je suis un prédateur et ce que je vous offre, c'est une porte d'entrée. Allez, tendez-moi votre bras. Alors que Toshizo a tout sauf envie de le faire, il lui tend effectivement son bras comme on le tendrait pour une piqûre, pour un prélèvement de sang. Et il se sent pas en mesure de résister. L'étranger se penche vers l'avant et il plante des crocs acérés dans la chair offerte. Et doucement, le sang de Toshizo lui est soutiré alors qu'il est figé dans une sorte d'extase paralysante qui lui ôte tout moyen de défense. Il sent la vie qui s'échappe de son corps. Doucement, ses yeux se ferment, il se sent partir. Cependant, on entrouvre sa bouche, il sent que quelque chose se passe alors que dans sa tête, il se voit déjà mort et dans sa tête, il essaye de se repasser les événements des dernières minutes sans comprendre vraiment ce qui lui est tombé dessus. Et un liquide épais et ferreux est versé en un flux chaotique entre ses lèvres. C'est le sang de Caïn, la vitae qui redonne vie chaque nuit aux descendants. Son existence est sur le point de changer.